Épisode du lundi 6 novembre. Mon nom est Martin Simon avec un C. Et vous écoutez F1 Podcast. Pour vous aujourd'hui, retour sur le week-end de course au Brésil, le Grand Prix de Sao Paulo. Vendredi, on vous demandait vos opinions, vos commentaires concernant la formule sprint en Formule 1. Eh bien, vous avez répondu à l'appel, donc on va lire vos commentaires pour conclure l'émission. Mais tout d'abord, on débute avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. L'actualité est une présentation de FSR Team, la Friend Sim Racing, qui disputait la semaine 1 de sa manche numéro 4 sur le circuit de Suzuka. Dans la division Academy, c'est Mathieu Dion qui a eu un doublé avec une deuxième place en sprint et une première position en marathon. Dans la division 4, c'est Étienne Durand qui s'est illustré avec une troisième place dans la sprint. Et dans la division 2, Steve Morin avec une deuxième position dans la course marathon. L'étoile de la semaine revient à Mathieu Dion et la FSR Team vous invite à rejoindre son groupe Facebook afin de participer à de nombreux concours et ne rien manquer de l'action qui reprendra mardi sur la chaîne YouTube du GTCQ TV. Tout d'abord, dans l'actualité, ce qui a retenu notre attention, c'est une fameuse rumeur. La semaine dernière, c'était vraiment la semaine des rumeurs folles, mais celle-là, elle a passé un petit peu inaperçue parce que celle de Fernando Alonso a retenu toute l'attention du monde médiatique et des réseaux sociaux. Donc, celle-là, elle s'est comme faufilée entre les branches. Puis, la raison pourquoi je vous en parle, là, moi, le côté rumeur, c'est peut-être le côté que j'aime le moins. C'est même un côté que je n'apprécie pas vraiment. Il y a tellement de beaux sujets et de choses concrètes à discuter que quand on est obligé d'aller jouer un peu dans ces rumeurs folles-là qui sont lancées un peu partout sur les réseaux sociaux, c'est le moment un peu plate que je trouve du travail, mais je le prends comme une responsabilité envers vous pour démêler un peu tout ça. De savoir qu'est-ce qu'on croit là-dedans, est-ce qu'il y a de la vérité, est-ce que parce que les gens, avec des conversations que j'ai eues avec certains d'entre vous, c'est à un moment donné, on ne sait plus qui croire, on ne sait plus si c'est vrai, est-ce qu'on accorde de l'attention à ça, puis on n'accorde pas. Puis c'est pas parce que moi je prétends avoir la vérité de tout, au contraire, je ne connais pas tout, il n'y a personne qui connaît tout en Formule 1, mis à part peut-être Adrian Newey, mais pour le reste, là, c'est un sport qui évolue constamment, il y a des surprises, il y a des revirements de situation nous prendre constamment, mais c'est plus d'éclaircir la situation, de prendre les pour, les contre, prendre les informations véridiques puis d'essayer d'emmener une idée à vous, une opinion qu'on peut se faire après ça, qui est libre à chacun d'entre vous de dire est-ce que je crois à ce qui s'est passé ou je le crois. Comme on avait vu avec Fernando Alonso, je n'y croyais pas du tout. Je vous ai expliqué pourquoi je n'y croyais pas, c'était quoi, qu'est-ce qui ne tenait pas la route dans ce dossier-là. Et finalement, c'est ça qui s'est avéré. Mais est-ce que ça veut dire que Fernando Alonso ne deviendra jamais un pilote Red Bull? Non, il y a peut-être encore un petit fond de vérité à travers tout ça. Il y a peut-être vraiment un agent quelque part qui s'est informé, quelqu'un qui a fait un téléphone. C'est peut-être basé sur une petite chose qui a tout déclenché ça. Mais au bout du compte, il manquait trop de viande après l'os pour que ça devienne une nouvelle. Et c'est pour ça que c'est toujours resté à l'état de rumeur et même à l'état du pétard mouillé. Mais l'autre nouvelle qui a retenu l'attention, c'est celle de Audi qui voudrait se retirer de la Formule 1 avant même d'être arrivé. Vous savez, Audi a acheté des parts dans Sauber. Sauber qui est présentement affilié à Alfa Romeo. Alfa Romeo va se retirer à la fin de la présente saison et on va retourner sur le nom Sauber que vous avez sûrement connu pendant de nombreuses années en Formule 1. Il a même déjà été un partenaire de Red Bull avant que Red Bull devienne une entité à part et achète l'écurie Jaguar. Mais à ce moment-là, Audi, on a déjà travaillé, on a investi beaucoup dans l'usine, on a déjà commencé à assembler un moteur, on a déjà commencé à monter une équipe, on a déjà même engagé du personnel, les anciens dirigeants de l'écurie McLaren qui avaient perdu leur emploi, sont rendus à la tête de la division Audi Formule 1. Mais là, la rumeur qui coulait, c'est qu'on voulait se retirer. Qu'est-ce qui peut avoir basé ça et motivé ce genre de rumeur-là? Est-ce que Audi a commencé à trouver que c'était beaucoup trop compliqué? On a aussi mis en marche le moteur dans les derniers mois, dans les derniers mois, on a mis ça en marche. Est-ce qu'on a vu que les performances étaient bien en deçà de ce qu'on pensait avoir? Je vous donne l'exemple, on a travaillé pendant longtemps, pendant des mois, sur le côté ordinateur, sur le côté simulation. Finalement, on branche tout ça, on met ça sur les bancs d'essai, puis on se rend compte que c'est un fiasco, que c'est pas du tout ce qu'on s'attendait, que ce qu'on avait sur les ordinateurs ne se traduit pas dans le côté physique de la chose. Donc à ce moment-là, on devient un peu démotivé, puis on se dit wow, on s'en va se péter la gueule, pas à peu près nous autres dans ce sport-là. Puis c'est toujours le danger. Quand les grands manufacturiers affichent un nom dans un sport motorisé comme ça, on s'adresse au monsieur tout le monde. C'est ce qu'on veut faire. On veut s'adresser au monsieur qui ouvre sa TV, puis je dis monsieur, la madame, qui ouvre sa TV le dimanche, puis qui écoute
la Formule 1 qui, elle, a un Audi, ou lui a un Audi dans l'entrée, ou veut peut-être s'en procurer une, puis là, il voit le moteur être en arrière de tout le monde, le moteur qui commence à exploser, qui coule de l'huile, la voiture qui ne peut pas décoller un matin, ça fait mal à la marque, ça fait mal à l'emblème. À ce moment-là, on veut éviter ça. Si on n'est pas capable de se présenter en Formule 1 et d'avoir des bonnes performances, est-ce que Audi a vraiment un avantage ou est-ce que n'importe quel manufacturier a vraiment un avantage d'aller se pointer à tous les week-ends puis faire rire d'eux autres? Non. Sauf que de ne même pas se présenter, de se retirer avant même que ça a commencé, je pense que les dommages pourraient être aussi gros ou peut-être même supérieurs à si on performait en deçà des attentes. Donc, on joue gros présentement chez Audi. Par contre, est-ce que c'est 100% fondé ce qui se passe? Non, parce que Sauber a vraiment calmé le jeu lors du week-end, a dit que Audi veut encore être en Formule 1, qu'ils seront là en 2026, qu'ils sont encore motivés à être là et qu'ils ont un peu comme, c'est ça, ils ont éteint le feu en disant que ça n'arrive pas. Sauf que c'est un peu étrange que ça l'a sorti. Comme on dit souvent, des fois, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est déjà arrivé qu'il y a eu la fumée et qu'il n'y avait pas de feu pantoute, mais c'est à voir. Est-ce que Audi, surtout que ça survient, ces potins-là, ces rumeurs-là surviennent après qu'on a mis les moteurs en marche, qu'on avait annoncé qu'on commencerait à faire des tests. On s'était un peu gonflé le torse, montrer comme nous, ça va bien, on a déjà l'usine, on est en marche, on va mettre le moteur bientôt en essai, on est en avance sur 2026, on va être prêt, puis là, tout d'un coup, c'est un peu le statu quo depuis les dernières semaines, depuis les derniers mois. On n'entend pas de grandes nouvelles venir de Audi. On n'a pas entendu dire « Oh, wow, on a des belles performances, on est content. » On n'a pas entendu ça. Donc, est-ce que c'est ce que ça cache que ça va vraiment pas bien? Puis là, on commence à se gratter, dire est-ce qu'on a assez de temps d'ici 2026 pour rattraper la situation puis quand même arriver avec, parce que la motivation derrière Audi, on veut frapper un grand coup. Un grand coup un peu on s'en va sur ce sujet-là, à l'écurie Brown là, qui était arrivé en Formule 1, n'était pas un manufacturier de moteur, mais qui est arrivé en Formule 1 et qui avait fait un grand coup d'éclat, qui avait été capturé le championnat. Mais Audi, on a des motivations comme ça, c'est d'être compétitif tout de suite. On ne veut pas jouer les seconds violons, on veut être à l'avant. Donc, si on ne rencontre pas les performances qu'on s'était fixées, ben on peut commencer à avoir une petite crise d'anxiété dans les bureaux puis commencer à dire où c'est qu'on s'en va, est-ce qu'on s'en va foncer dans un mur, donc on voudrait éviter ça. Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Pour ma part, je ne pense pas qu'Audi va se retirer. Je vous ai expliqué la situation. Je pense que les dommages seraient aussi gros d'annoncer que finalement on n'y va plus en Formule 1, parce que n'importe qui serait capable de faire le calcul qu'ils n'y vont pas parce que justement, ils n'étaient pas capables de rencontrer les performances, ils n'étaient pas capables d'assembler un moteur compétitif, donc on serait tous capables de faire la même déduction, la même chose que de se présenter là et de sous-performer. Je pense qu'on aurait plus de respect pour la marque et pour le manufacturier si on les voyait arriver en Formule 1 puis commencer à construire une évolution, apprendre et développer année après année, ou pendant le cours d'une saison, un peu qu'est-ce que McLaren nous a montré cette saison, de dire on commence un peu sur le mauvais pied, on commence un peu sur les talons, puis on se replace. Je pense que les gens ont beaucoup plus d'admiration envers ça que quelqu'un qui décide de ne pas se présenter quand la cloche sonne, de dire là, c'est le temps de performer. Oh, finalement, savez-vous, on a repensé à ça, on va rester chez nous, nous autres. Je parle pour moi là-dedans, mais j'ai l'impression que je parle aussi pour la majorité des fans de F1, qu'on aurait plus de respect pour voir Audi venir et évoluer dans le sport plutôt que de ne pas se présenter. Le sujet que j'avais commencé à aborder un peu, c'était Brown GP. Et bien, Brown GP, qui était l'écurie, si vous vous rappelez, de Ross Brown, Jenson Button, qui était champion du monde, les fameuses voitures là, qui étaient superbes, étaient blanches avec des lignes, on peut dire vert fluo. Là. Il y en a pour certains qui vont dire que c'est jaune, mais ça dépend de la perception de nos yeux. Mais moi, j'y vais vers un vert fluo. Fait qu'elle était verte avec un vert fluo ou un jaune fluo. C'est ça, c'est pas mal. Ça a des belles couleurs, puis ça avait choqué le monde de la Formule 1. Ils sont arrivés de nulle part. On les appelait l'écurie à 1 pound parce que ça l'avait coûté 1 pound à $1, si vous voulez, à Ross Brown de se procurer l'écurie. On avait racheté l'écurie, les actionnaires de Honda qui voulaient quitter la Formule 1. Les Dominique Michel du sport, vous savez, c'est pas la première fois que Honda parle de quitter, mais c'était ce qui est arrivé après l'aventure BAR et un désastre. On avait décidé de quitter. On avait décidé, puis montrer comment ça allait changer. Là, c'est vraiment une autre époque. Personne ne voulait acheter cette écurie-là, donc ça s'est vendu pour $1. Ça ne serait pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, même quand quelqu'un veut donner 250 millions pour entrer en Formule 1, on veut même pas le prendre. Parlez-en à M. Andretti. Donc, c'était vraiment une autre époque de la Formule 1. On voit qu'en quelques années, là, un peu plus de 10 ans, là, ça a vraiment changé.
changé. On est vraiment rendu ailleurs dans ce sport-là. Merci à Liberty Media. Même s'il y a des côtés négatifs que des fois les gens peuvent trouver un peu trop commercial, qu'on essaie d'y aller un peu trop spectacle, mais il y a quand même le fait que le sport est en santé, puis les gens se bousculent aux portes, les manufacturiers se bousculent aux portes pour entrer en Formule 1. Eh bien, ça va être ce documentaire-là qui a été tourné par, qui va être, la narration est faite par un acteur canadien, l'acteur Keanu Reeves, ou pour les intimes, John Wick. Eh bien, ça commence le 15 novembre, comme je vous disais, sur la chaîne Disney+. Ça va être intéressant. Il y a déjà la bande-annonce qui est sortie. On l'a publiée. Si vous voulez aller la voir, elle est sur notre page Facebook. Elle est en anglais seulement, donc vous me pardonnerez pour ça. Si jamais il y a une version française qui sort, on va vous l'acheminer pour que vous puissiez la voir. Je ne suis pas au courant pour l'instant s'il va y avoir une version française. Normalement, Disney met en ligne sur sa chaîne de streaming de l'anglais et du français. Je ne suis pas au courant, par contre, pour ce documentaire-là, si on a fait le travail de faire une traduction ou si on va avoir les sous-titres dans le bas. J'imagine qu'au pire, ça devrait être ça. Là, au minimum, il va y avoir les sous-titres dans le bas pour les gens qui ne comprennent pas l'anglais. Mais ça risque d'être fort intéressant de revivre un peu l'arrière-scène de toute cette transformation-là de la Formule 1. Comme je vous dis, on a vraiment choqué le monde. Puis là, on a les commentaires de Christian Horner, on a les commentaires du bon vieux Bernie Ecclestone, un homme immortel qu'on peut voir. Il est toujours, il n'a pas changé. Il a toujours la même coupe de cheveux, puis il est toujours aussi grand. Puis c'est ça, ça va être intéressant de voir leurs commentaires à travers ça. Il va y avoir les commentaires aussi de Russ Brown, Jenson Button, puis c'est tout à travers Keanu Reeves qui a fait le travail d'aller recueillir ces commentaires-là, lui qui est un grand fan de Formule 1. Donc ça va être 4 épisodes qui vont être mis en ligne. Normalement, comment ça marche sur Disney+, on y va de semaine en semaine. Donc on devrait avoir un épisode, bien sûr, la première le 15 novembre, une qui va suivre le mercredi d'après, et à chaque mercredi, on devrait avoir un nouvel épisode jusqu'à temps que la série soit complète. Donc, en 4 semaines, on devrait avoir complété ça de ce côté-là. J'espère que si les gens répondent bien, ben Disney devrait emboîter le pas et en faire d'autres séries. Parce que oui, l'histoire de Brown est remarquable, mais il y a tellement d'histoires de la Formule 1. La Formule 1 est un téléroman, donc il y a plein de séries qu'on pourrait faire. Un peu, oui, le mode Netflix, le mode qu'on voit à l'arrière-scène, mais aussi de raconter des vieilles histoires avec des archives vidéo qu'on a. On va justement recueillir, on a recueilli pour le documentaire des archives de la BBC. Donc, on va voir peut-être des choses qu'on n'a jamais vues, des images inédites. Donc, c'est toujours intéressant un peu de voir ça. Si vous n'avez pas la chaîne Disney+, eh bien, regardez, là, des fois dans le temps des fêtes, il y a des spéciaux qui sont disponibles à vous. Vous pouvez vous abonner pour un mois. On a mis ça sur 4 semaines. Donc, à ce moment-là, si vous êtes capable, si vous calculez un peu vos affaires ou si vous attendez une semaine après c'est commencé, vous êtes peut-être capable de vous procurer la série en payant seulement un mois ou des fois, on a même un mois gratuit pour débuter. Donc, ça vous laisse un peu de temps d'ici le 15 novembre pour magasiner un peu ça. Puis, vous trouvez une façon d'avoir Disney+ pour être en mesure de ne rien manquer de ce documentaire-là. L'autre nouvelle, c'est l'écurie Haas. L'écurie Haas qui revient sur le Grand Prix des États-Unis. On a déposé un protêt à la FIA à cause que lors du Grand Prix qui avait lieu, ça fait déjà 3 semaines, en tout cas, vous savez, on a eu 3 en ligne, donc c'était, oui c'est ça, en tout cas le Grand Prix qui avait lieu à Austin, c'est que dans la virage 6, la caméra qui prenait si les voitures dépassaient la limite, eh bien ne fonctionnait pas vraiment. L'emplacement n'était pas adéquat, donc il y a plusieurs voitures, plusieurs pilotes qui auraient franchi cette ligne-là, qui auraient dépassé les limites de piste. La FIA n'était pas en mesure de les condamner sans aucun doute, là, d'avoir des preuves irréfutables comme quoi les pilotes avaient franchi la ligne. Donc à ce moment-là, on a décidé de laisser tomber. Haas n'a pas aimé la situation parce qu'on a été pénalisé puis on se bat au championnat. Donc nous, du côté de Haas, on prétend qu'il y a Alex Albon qui aurait dû avoir plusieurs pénalités. Sergio Perez aurait dû avoir plusieurs pénalités, ainsi que Lance Stroll. Donc on a réussi à mettre la main sur des preuves qu'on prétend avoir, des angles de caméra qui sont possibles maintenant d'inculper ces pilotes-là qui auraient dépassé la limite. Donc, on pourrait les pénaliser. À ce moment-là, on veut les présenter à la FIA et on va avoir une audience mercredi. Les gens qui ont été convoqués pour l'audience, les écuries, c'est l'écurie Williams, bien entendu pour Albon, l'écurie Red Bull pour Perez et l'écurie Aston Martin pour Lance Stroll. Si jamais les pénalités sont combinées, sont toutes comptabilisées puis on décide de donner gain de cause à Haas, eh bien, Hülkenberg pourra monter à la 7e position. Donc, sa position serait changée. On sait, il a déjà gagné des positions avec les disqualifications de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc, mais on pourrait gagner encore plus de positions. Haas est en bagarre pour le championnat. Là. Présentement, c'est Haas qui occupe le dernier rang. On ne peut
pas finir au dernier rang, il n'y a personne qui veut faire ça, même si on pourrait se dire, ben là, ça ne vous tentait pas de mettre des améliorations sur votre voiture au cours de la saison, puis vous ne seriez peut-être pas dans cette situation-là à être obligé de revenir 4 Grands Prix en arrière puis déposer des bretets pour gagner des points. Mais c'est tout à leur droit pareil. S'il y a eu injustice, si on est capable de prouver que certains pilotes avaient franchi la ligne puis que la FIA n'avait pas ces caméras-là pour être capable de fournir des preuves nécessaires et de leur donner de distribuer les pénalités à qui de droit. Et si Haas a mis la main là-dessus, on a trouvé un angle qui permet de faire ça, bien tant mieux, on va être capable de gagner des positions et peut-être de se sortir de cette fameuse dernière place-là, cette fâcheuse dernière place-là au championnat. Et il y a beaucoup d'argent en jeu parce que, comme vous le savez, on va avoir un article justement là-dessus, on va vous informer sur combien ça coûte chaque position. Vous mentionnez justement qu'entre dernier et huitième, l'erreur de Tsunoda qui est survenue au Grand Prix du Mexique, là, qui a eu un accident, pouvait coûter 20 millions juste entre la 8e et la 10e place. Donc à ce moment-là, Haas se bat pour plusieurs millions de dollars. On sait que, oui, Haas, on n'a pas des poches très profondes, puis on a nos mains proches de nos sous. Donc c'est sûr que si on est capable de mettre la main sur des sommes comme ça, de plusieurs millions de dollars, ben, qui cracherait là-dessus, qui voudrait dire non si on est capable de mettre la main là-dessus. Donc, ça va être intéressant à voir dans les prochaines semaines si on est capable de protéger ça et peut-être même de se sortir de la dernière place au championnat. Et les autres nouvelles qui s'en viennent, tout va être autour de Vegas dans les prochaines semaines. Préparez-vous, ça devrait commencer même cette semaine. Il va y avoir le fameux tournoi de golf aussi entre les pilotes, Albon, Lando Norris. Il va y avoir qui participe à ce tournoi-là, Carlos Sainz aussi, puis Pierre Gasly, contre des joueurs professionnels. Ça va être sur Netflix quelques jours avant ce fameux Grand Prix-là qui aura lieu à Vegas. Donc, on va avoir plein d'événements, là, vous allez en voir partout. Là. C'est vraiment un grand spectacle qu'on s'en va faire là. On frappe un grand coup pour la Formule 1. On veut remplir les comptes de banque. On veut vendre la Formule 1 aux gens. Donc, ça va être, vous allez voir plusieurs activités, voir la Formule 1 sous un autre angle. Donc, ça va être intéressant quand même de voir. Comme Verstappen a dit, on s'en va là pour le show, on s'en va pas là nécessairement pour la piste. La piste n'a pas l'air très intéressante. On voit là, vous avez vu le tracé, on l'appelle le cochon, là, parce que c'est vraiment un cochon, c'est des grandes lignes droites avec quelques virages. Même si on a reviré la piste à l'envers pour mettre le cochon sur le dos, bien, on voit encore que c'est bel et bien en forme de cochon, cette tracé-là. Ça ne veut pas dire que ce ne sera pas intéressant à cause de sa forme, mais on ne peut pas le voir quand on regarde ce qu'ils ont fait là. Il y a des grandes lignes droites, des virages lents, c'est vraiment une tournée autour de la ville. On va passer sur la strip de Vegas, puis on va aller tourner autour des casinos. On veut vraiment montrer la destination. On veut faire une carte postale, donc montrer tous les environs. On va passer à côté de la sphère. Là. Si vous n'avez pas vu ça, c'est les images que ça va donner. Là. C'est déjà, même quand il n'y a pas de Grand Prix, la sphère, c'est une nouvelle construction qu'on a maintenant à Vegas, puis on est capable de projeter les images. Donc, ça va être intéressant de voir c'est quoi qu'on va projeter tout au long du week-end pendant le Grand Prix. Donc, il y a tout ça à surveiller. Mais l'effet, ce qui retient le plus l'attention, là, c'est la température. Les courses, là, tenez-vous bien, là, moi j'avais regardé ça pour voir, même si on ne pouvait pas organiser un événement et faire un podcast, faire un rassemblement, qu'on puisse rassembler tous les gens qui nous écoutent, rassembler les gens aussi qui nous parlent sur Facebook, pouvoir écouter la course ensemble. On n'a pas souvent ces opportunités-là parce que c'est sûr que aller écouter des courses à 9h le matin, 10h le matin dans un établissement ou quelque chose, c'est pas nécessairement l'idéal. Mais j'avais regardé ça il y a quelques mois pour dire on pourrait peut-être avoir une course aux alentours de 10-11 heures à Vegas, faire un événement. Le samedi soir, vous savez, c'est parce que la course va avoir lieu un samedi. Les gens aiment beaucoup le hockey et ces choses-là. Peut-être qu'on pourrait faire un rassemblement après le hockey. Mais là, finalement, à cause qu'on met tout ça le même soir, bien, on va avoir une séance de qualification. Je crois que c'est aux alentours il me semble que j'ai vu, c'est pas loin de 3 heures le matin le vendredi, puis la course va avoir lieu à 1 heure le matin le samedi. Donc, c'est à reconfirmer l'horaire, mais c'est des heures qui sont pas possibles. Fait qu'on pourra pas faire ce genre d'événement-là, malheureusement. Mais par contre, ce que ça vient engendrer, la problématique pour les écuries, c'est qu'il va faire très froid. Vegas, c'est un désert, donc à ce moment-là, la température chute drastiquement quand le soleil se couche. Et là, ça ne sera pas évident pour les écuries. À cause des grandes lignes droites aussi, ça pourrait causer des problèmes. Les freins vont devenir tellement froids, les gommes aussi. À ce moment-là, on pourrait arriver au point de freinage, appuyer sur les freins et pas être capable d'arrêter du tout. Donc, ça risque de donner des revirements de situation, donner une course assez intéressante, surtout le départ. Si on n'est pas capable de freiner, si certains ont des problèmes, ça pourrait causer des accidents. Donc, ça va être quelque chose à surveiller tout le week-end. Ça va être dur aussi pour les équipes de recueillir des données dans ces températures-là parce qu'on n'a pas connu ça ailleurs depuis quelques années, là, des températures comme ça, comme on va connaître lors du week-end à Vegas.
Vegas. Donc, c'est tout nouveau. Donc, ça va créer vraiment une espèce ça va rapprocher les écuries et ça va venir faire un terrain neutre entre les équipes parce que là, on s'en va tous sur un terrain inconnu. La plupart des pilotes, ce qu'on a fait cette semaine, c'est on retourne à l'usine pour pratiquer, pour se familiariser avec le circuit. La plupart d'entre eux ont fait la même chose que nous. Ils ne l'ont seulement piloté sur le jeu F1 23. Et ils n'ont pas eu ça dans les simulateurs, ils n'ont pas travaillé le circuit, ils ne le connaissent pas par cœur encore. Donc, c'est ce qu'on va faire tout au cours de la semaine, c'est aller se familiariser avec ça, recueillir des données pour l'écurie. On peut commencer à faire quelque sorte de réglage, même si comme on n'a jamais piloté là, ben même le simulateur ne sera pas nécessairement à point. Du moins, on pense qu'on ne sera pas exactement à point comme on peut l'être sur d'autres circuits. Donc, ça va tout venir créer cette espèce d'incertitude-là qui pourrait nous donner un bon spectacle malgré le circuit qui a l'air encore là. On s'avance, peut-être que ça va donner un super bon spectacle. C'est un circuit qui peut s'apparenter un peu à un Monza, mais en circuit urbain. Donc, on va avoir des grandes lignes droites, on va avoir des clôtures chaque côté. Ça va être intéressant de voir ce que ça peut donner. Monza donne normalement des bons spectacles, mais c'est les virages spéciaux. Ça va être de voir, ça va être une période adaptée. On va même lui donner une chance. Il y en a certains d'entre vous qui me disent « Ah, ça va être plate. » C'est certain, ça va être plate le circuit, mais des fois, le tracé peut avoir l'air plate à première vue. C'est comme quand les gens regardent Red Bull Ring, on peut dire « Ah, je suis pas sûr que c'est un bon circuit. » Puis pourtant, ça donne des très, très bons spectacles. C'est un tour qui est très, très court, mais qui est au rendez-vous, là, qui livre la marchandise à tous les fois que les écuries se présentent là. Donc, on pourrait avoir une heureuse surprise puis que ça donne la même situation avec le Grand Prix de Las Vegas. C'est l'actu pour cette semaine. Maintenant, pour son week-end de course. Dernier week-end sprint de l'année, ce qui signifie que nous avions rendez-vous samedi matin ainsi que samedi après-midi. Le matin, c'était pour la sprint shootout. Je ne sais pas si on a fait une traduction pour ça en français, la sprint fusillade. Il me semble que ouais, la sprint fusillade. On va regarder la sprint shootout. Vous allez nous comprendre avec ça. Et puis, en après-midi, on avait la course sprint. Eh bien, pour la dernière fois de l'année, on a eu tout un spectacle, comme si tout était planifié pour être sûr qu'on se quitte sur une bonne note, puis qu'on n'ait pas des mauvais commentaires sur cette fameuse formule-là pendant toute la saison morte. Puis plus de ça. Donc, c'était comme un peu pour nous faire oublier ce qu'on avait vécu à Austin, qui était un peu on aurait pu dire une parade. On a regardé une parade à Austin. Ça ressemblait plus à ça, là, comme il manquait juste le Père Noël à l'arrière de Jim qui envoie la personne dans les estrades. Puis on aurait vraiment cru qu'on assistait à la grande parade du Père Noël qui a lieu à chaque année. Mais c'était pas du tout ce qu'on a vécu, même que les séances de qualification, autant celles du vendredi qui décidaient la grille de dimanche que celle de samedi matin pour la grille de midi, on a eu un très très bon spectacle. Ce qui fait qu'on a eu un bon show, comme on dit, c'est le fait que c'est tout un circuit. C'est un circuit qui doit rester en Formule 1. On vous l'apprenait vendredi, comme quoi qu'ils sont signés jusqu'en 2030. Très bonne décision de la part de la Formule 1 que de Liberty Media de garder cet endroit-là au calendrier. On l'a vu pourquoi lors du week-end. C'est des tours qui sont très très courts. Qu'est-ce que ça fait? Les gens, vous avez été nombreux à écrire « Wow, on avait une des meilleures qualifications », même que les statistiques le montrent à SQ1, qui est on dit ça pour la shootout, dans le fond, la SQ1, la première séance de qualification qui a ouvert la journée, eh bien, c'était la séance qui a été le plus rapprochée depuis qu'on fait ce type de formule-là. Et pas juste pour les sprints, là, autant pour les Q1, Q2, Q3, la formule où les écarts étaient les plus rapprochés, les plus petits écarts entre les voitures. Donc ça donne un bon spectacle. Puis là, il y en a qui m'ont approché, m'ont dit « Martin, pourquoi c'est arrivé? » C'est arrivé parce que c'est un tour qui est court. Donc quand on a qu'on n'a pas des tours longs, les chances de faire des erreurs ou les chances pour une voiture qui est plus dominante capable de faire des gains. Je vous donne un exemple. Si une voiture fait des gains on y va vraiment... on y va hypothétiquement, là. Si on y va, on se dit qu'on est capable d'aller chercher un dixième à chaque virage. Mais si on a plusieurs virages, plusieurs séries de virages, mais ça veut dire qu'on est capable d'aller chercher des dixièmes à tous les courbes. À tous les courbes, on va chercher, on fait gain. Mais si on n'en a pas beaucoup, plus que le tour est court, moins qu'on a des chances de prendre cet avantage-là, d'aller chercher des gains. C'est sûr que plus que le tour est long, plus que les dixièmes s'accumulent, puis l'écart est plus grand au fil d'arrivée. C'est juste la logique qui l'explique. Eh bien, c'est la même chose qui se passe à Interlagos. C'est tellement un tour qui est court, mais à ce moment-là, ça alimente le spectacle. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait garder dans nos cahiers de notes pour la Formule 1 quand on veut faire des nouveaux circuits ou qu'on veut créer des nouveaux Grands Prix, de regarder, créer des tours qui ne sont pas très longs.
Ça, je trouve que ça alimente le spectacle, ça donne des grands prix qui sont intéressants à voir, puis en plus, si on veut aller de l'avant avec des formules sprint dans les prochaines années, ben c'est ces grands prix-là qu'il va falloir cibler pour aller s'installer dans les formules sprint. Là, je ne veux pas trop toucher le format de dire comment on améliore ça, comment on fait ça, parce qu'on a le bloc à la fin de l'émission, ne manquez pas ça, à la fin de l'émission, on a recueilli vos commentaires que vous nous avez envoyés, donc on a eu plusieurs suggestions, plusieurs opinions envers ça, puis on va tout vous lire ça. Vous allez voir là, que ça va vous faire travailler les méninges de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'en va, oui, ça c'est pas mauvais, mais ça je prendrais cette idée-là, puis je l'emmènerais là, puis ça c'est pas fou, j'avais pas pensé. Fait que, c'est ça, on a eu des petites idées créatives, des idées qu'on a déjà entendues, mais qui ont été développées, puis qui nous la présentent d'une autre manière, que tu fais, ben oui, peut-être qu'on pourrait aller vers ça. Donc, tout ça pour dire, ça va être à la fin de l'émission. Mais oui, on a eu un très, très bon spectacle. Autant samedi matin, c'est Lando Norris qui, lui, vendredi, s'en voulait. Le vendredi, il trouvait qu'il avait manqué quelque chose. C'est lui qui devrait être en pôle. Il y a eu le drapeau rouge. Il a fait une erreur aussi. Donc, à ce moment-là, il voulait profiter de la journée de samedi pour se reprendre. Il n'a pas manqué son coup. C'est lui qui partait premier devant Max Verstappen. Mais malheureusement, ça n'a pas duré longtemps. Dès le départ, Verstappen a réussi à le dépasser puis à s'emparer de la tête. Puis c'est pas mal sauvé à l'avant. Là. Il a traîné un petit peu Norris pendant un certain bout, mais ça n'a pas été long qu'il a coupé le DRS puis qu'il n'y avait plus de menace nécessairement de la part de Norris. Mais c'est vraiment à l'arrière que ça s'est promené. Là. Norris a perdu quelques positions au départ. Il y a eu Lewis Hamilton qui s'est avancé, George Russell aussi. Après ça, on a vu les Mercedes ont commencé à avoir un déclin dans leur performance. On a commencé à ralentir. Donc, on perdait des positions plutôt qu'en gagner. Ça, c'était dû à l'usure des pneus. Fait qu'à ce moment-là, tout ce cocktail-là a donné un très bon spectacle. Vous étiez unanime après. Je n'ai pas entendu personne qui est venu me voir pour dire ça, c'était plate. J'ai perdu mon samedi. Tout le monde était content d'avoir vécu ça. Tout le monde avait hâte à la course de dimanche aussi grâce à cette course sprint-là. Donc, c'était rassurant. C'est là que ça montre que cette formule-là peut peut-être fonctionner avec les bons circuits et les bons endroits. Là, je me lance encore dans le bloc que j'ai dit que je ne voulais pas toucher pour la fin de l'émission, mais c'est un peu ça, de dire que si on a un circuit qui est capable de permettre aux pilotes de ne pas nécessairement ménager les pneus et d'aller à fond, mais ça vient alimenter le spectacle. Ça prend aussi un circuit où on est capable de compléter des dépassements, bien sûr. Donc, qui a remporté le Grand Prix, la course sprint plutôt, c'est Max Verstappen devant Lando Norris, devant Sergio Perez, devant George Russell. Après ça, c'était Charles Leclerc qui a terminé derrière lui. Et là, Yuki Tsunoda qui a réussi à se faufiler devant Lewis Hamilton. Là, je fais une pause pour vous dire ce qui se passe avec AlphaTauri. Moi, je les ai à l'œil. C'est intéressant de les regarder. Puis je vous invite à les surveiller dans les prochains Grands Prix, mais surtout la saison prochaine. Je vous en ai parlé déjà il y a quelques semaines. Il se prépare quelque chose avec cette écurie-là. On est capable de jouer un peu entre les lignes du règlement chez Red Bull pour refiler pratiquement la RB19 en version intégrale pour la saison 2024. On a déjà commencé les transformations, même si la suspension est différente. Ça, c'est ce qu'on va réussir. Il était trop tard pour implanter une nouvelle suspension en pleine saison. Ça, c'est ce qu'on va avoir la saison prochaine. Donc, on a déjà commencé à mettre des morceaux, sauf que tous ces morceaux-là, toutes les petites cases qu'on est en train de placer sur la voiture vont toutes se mettre en marche et vraiment travailler en harmonie quand on va réussir à avoir la même suspension avant que la RB19. Donc, quand on va vraiment transformer la voiture. Mais ça a déjà commencé. On voit déjà des améliorations. Puis, il y a des écuries qui sont dans de beaux draps. Là. Puis, je parle de Mercedes là-dedans. Mercedes, autant qu'on pense qu'on a eu des améliorations au Grand Prix d'Austin, finalement, on s'est avéré que la voiture était illégale. Après ça, on se pointe au Mexique. On dit, on n'avait pas besoin d'une voiture illégale. On a été performant pareil. Lewis Hamilton a fait une très belle performance. Quoique, on se rappellera que le drapeau rouge a été favorable. Il a retombé dans les mains à point. On a été capable de mettre les gommes médiums, qui était une très, très bonne stratégie. Ça leur a permis de compétitionner jusqu'à la fin. Mais on a quand même terminé à plus de 13 secondes derrière Max Verstappen, qui, lui, roulait en gomme dure. Donc, c'était un point d'interrogation de dire à surveiller lors du prochain Grand Prix. Et comme on nous a habitués depuis les nouvelles réglementations en Formule 1, lorsqu'on connaît un bon Grand Prix, bien, le week-end d'après, souvent, ça devient compliqué. On a les ingénieurs en entrevue, où on a le directeur Toto Wolff, puis tout le monde a des points d'interrogation dans leurs yeux chez Mercedes, autant du côté des pilotes que du côté mécanique. On ne comprend pas ce qui se passe avec la voiture. Donc, quand on ne comprend pas une voiture et qu'à chaque week-end, on doit chercher en quelque sorte à l'apprivoiser, à la connaître, et bien à ce moment-là, on perd du temps pour trouver les bons réglages. On part en arrière. On part sur le mauvais pied pour un week-end. Je reviens souvent sur cette explication-là, mais je vous dis, un week-end,
tout est calculé. Les temps, là, les minutes des séances de libre, tout est calculé pour préparer le week-end. On a des temps pour faire des programmes, emmagasiner les données, envoyer ça à l'usine pendant la nuit, travailler sur les simulateurs, reformer les bons réglages pour la dernière séance d'essai libre du samedi matin, puis performer en qualification, puis être prête pour la course, parce qu'après ça, on ne peut plus toucher ces réglages-là, c'est le parc fermé. Donc à ce moment-là, si on perd ce temps-là vendredi parce qu'on ne comprend pas notre voiture, eh bien, on passe le pied en arrière, on sacrifie des performances, on prend des décisions, donc on fait de l'improvisation, puis à ce moment-là, bien, ça vient compromettre des week-ends. C'est pas toujours le cas pour Mercedes parce que, heureusement, on a une voiture qui est très fiable et on a deux pilotes, d'excellents pilotes. On a des pilotes d'envergure internationale. Parmi les meilleurs au monde sont chez Mercedes. Donc ça vient un peu sauver la donne. On est vraiment capable un peu de niveler pour les mauvaises performances en ayant de combler l'écart, combler les mauvais réglages qu'on a pu choisir pour la voiture. Donc, heureusement qu'on a. Mais week-end après week-end, on ne peut pas dire. S'il n'y a personne qui peut arriver et dire oui, Mercedes va être bon. C'est toujours un peu, on lance les dés puis on ne sait pas ce qu'on va avoir. Puis ça, c'est pas chez les partisans, c'est aussi chez l'écurie. À la fin d'un week-end, on ne peut pas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Un peu à l'image, là, vous avez vu à Singapour, Red Bull. On est arrivé à Singapour, on n'a jamais été capable de trouver les bons réglages. On s'est planté, on ne comprenait pas ce qui se passait avec la voiture. Mais ça, c'est arrivé une fois. Un Grand Prix sur toute la saison. Mais Mercedes, c'est quelque chose qui se produit au moins minimum une fois par mois. On ne peut pas devenir champion du monde ou on ne peut même pas compétitionner pour penser être champion des constructeurs si on n'est pas capable de comprendre la voiture. On n'est pas capable d'avoir vraiment une série de victoires ou une série de Grand Prix où on est compétitif. C'est le plus grand point fort de Red Bull, c'est qu'on connaît notre voiture, on sait exactement les caractéristiques, on sait même des fois où sacrifier de la performance pour être meilleur en course, de dire on va sacrifier un peu sur le samedi, puis des fois, on réussit à signer la pole pareil, puis après ça, on est encore plus fort le dimanche. Ça, c'est parce qu'on comprend la voie à point. La seule place où on ne l'a pas compris cette saison, c'était à Singapour, mais dans les performances globales, on réussit toujours à aller chercher le maximum, puis ça, c'est ce qui fait qu'ils sont aussi dominants. Donc, quand on veut devenir les meilleurs ou quand on veut battre les meilleurs, il faut être capable de rivaliser avec les meilleurs. Donc, si on n'est pas capable de faire ça du côté de Mercedes, puis ça vaut pour toutes les écuries. Hein. Je parle de Mercedes parce qu'on a eu un exemple pendant le week-end, mais on pourrait très bien parler d'Aston Martin aussi, qui a eu rencontré les mêmes types de problèmes durant la saison, de dire on se présente au circuit, puis on ne sait pas ce qu'on va avoir, ou on ne sait pas quoi faire nécessairement pour obtenir des bons résultats. Même chose chez Williams, à plus petite échelle. Williams n'est pas une écurie qu'on pensait rivaliser avec Red Bull cette année, mais des fois on se présente, la voiture est super performante, on ne sait pas trop ce qu'on a fait. Puis un autre week-end, on n'a pas un très bon week-end, puis on ne sait pas trop pourquoi on n'a pas un bon. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter en Formule 1, c'est l'incertitude. On veut comprendre la voiture le mieux possible pour être capable de choisir les bons réglages. Donc, c'est ça qui m'inquiète un peu de Mercedes, c'est de voir qu'on est encore à cette situation-là, même pratiquement à la fin de la saison 2 des nouvelles réglementations. Autant qu'on croit que c'est positif, qu'on est prêt pour la saison 2025, qu'on va être capable de connaître du succès, puis qu'on était vraiment, on voyait qu'on était motivé après le Grand Prix d'Austin puis le Grand Prix du Mexique. Mais là, la ballonne a dégonflé à peu près lors du week-end de savoir est-ce qu'on s'en va du bon chemin, est-ce qu'on fait vraiment des progrès ou on est en arrière, est-ce qu'on va vraiment être compétitif? Puis où est-ce que je voulais en venir avec ça, c'est que pendant ce temps-là, tu as AlphaTauri qui risque d'être une écurie. Là, vous allez tomber en bas de votre chaise, c'est ce que je veux dire, mais ça pourrait devenir une écurie qui va rivaliser avec Mercedes l'année prochaine, parce que si on prend la RB19, bien, on n'a pas rattrapé la RB19 encore chez Mercedes, on n'est même pas prêt à l'avoir rattrapé, puis il y a à peu près juste McLaren qui est proche peut-être de se mesurer avec la Red Bull, puis Aston Martin, mais un Grand Prix sur 5 ou un Grand Prix sur 10, mais admettons. Fait qu'à ce moment-là, si on n'est pas capable de rivaliser contre cette voiture-là, ben, quand elle va être dans les mains de Yuki Tsunoda ou de Daniel Ricciardo, même ces pilotes qui sont possiblement à la hauteur de mais ça pourrait être des voitures de plus à dépasser si on veut être capable d'aller rouler à l'avant. Donc, ça va être à surveiller dans les prochains Grands Prix, voir si AlphaTauri continue de faire ces gains-là, mais de voir Yuki Tsunoda aller dépasser Lewis Hamilton, puis je suis au courant de cette donnée-là. Yuki Tsunoda avait des pneus neufs pour la séance sprint, et ça a apparu en fin d'épreuve aussi, parce que ses pneus étaient moins usés. Mais quand même, si je vous avais dit il y a quelques semaines que AlphaTauri avait juste besoin d'avoir des pneus neufs pour dépasser une Mercedes, vous ne m'auriez pas cru, parce que ça prenait beaucoup plus que des pneus neufs sur cette monoplace-là pour être capable de dépasser une W14, et ça, c'était pas le cas le week-end. Donc, je
pris avec la sprint, désolé, là, je suis parti sans une explication, mais quand on arrive là-dessus, je voulais mettre ça en perspective. Eh bien, j'étais rendu à, je pense que Perez 3e, Russell 4e, Leclerc 5e. Ah non, j'étais rendu à Tsunoda 6e, Hamilton 7e, Sainz 8e. Même chose pour les Ferrari. Hein. Ferrari, on a des week-ends qu'on n'est pas là, sauf qu'on semble peut-être avoir une meilleure compréhension de notre voiture dans les derniers week-ends. Depuis qu'on est revenu de la pause d'été, on le sait déjà d'avance, ici ça va être moins fort, là on va être meilleur. Fait qu'à ce moment-là, c'est déjà peut-être plus positif. Sainz, 8e, Ricardo, 9e, 10e pour Piastri. Après ça, 11e Alonso, Stroll, 12e. On partait loin, les Aston Martin, parce qu'il y a eu une frasque de Esteban Ocon qui a perdu le contrôle pendant les séances d'essai libre, les sprint shootout, pendant la qualification de sprint. Il a perdu le contrôle, puis il est allé rentrer dans Alonso. Puis après ça, il a essayé de faire croire à tout le monde que c'était la faute de Fernando Alonso. Oui, l'Espagnol aurait pu être un peu plus à droite, mais ça n'enlève pas que tu t'en venais avec le volant tout croche, mon ami, puis tu n'avais plus le contrôle de ta voiture. Donc, c'est sûr que pour éviter un accident, ça aide toujours quand tu contrôles ta voiture. Ça, c'est toujours un côté, disons que c'est plus facile, ça facilite le travail. On peut dire ça comme ça. Ensuite, Stroll, comme je disais, 12e, Gasly 13e, Ocon, qu'on parlait justement que lui, il s'est lancé plus loin aussi parce qu'il y a eu cet accident-là dans les qualifications. Ensuite, 15e pour Albon, 16e pour Magnussen, 17e pour Joe, 18e pour Hülkenberg, 19e pour Bottas et 20e pour Sargent. Vraiment, là, si le week-end dernier, quand on parle de ne pas comprendre sa voiture, de ne pas savoir où on s'en va, bien Alfa Romeo, qu'on avait apporté des améliorations au Grand Prix du Mexique, on semblait avoir trouvé un remède miracle. On était la seule écurie là, qui avait apporté des améliorations. On était prêts, on avait le couteau entre les dents de dire on s'en va peut-être dans la bonne direction. Puis là, on arrive au Brésil, puis il n'y a rien qui marche. Ça a été un week-end à oublier pour l'écurie Alfa Romeo. Vous allez voir là, dans le prochain bloc, on s'en va justement dans ce bloc-là. Maintenant, on s'en va au dimanche Grand Prix du Brésil. Ben oui, je l'ai encore fait. Grand Prix du Brésil. Mais non, c'est Grand Prix de Sao Paulo. À un moment donné, je vais m'habituer. On a jusqu'à 2030. Là. Ils ont signé, ils ont prolongé le contrat, puis heureusement, donc d'ici 2029, j'aimerais commencer à l'avoir correct et le prononcer comme ils le veulent, c'est-à-dire Grand Prix de Sao Paulo. Et c'est ce qu'on avait le droit dimanche, et c'était Max Verstappen qui s'est lancé de la pole position devant Charles Leclerc. Mais correction, Charles Leclerc n'a pas pu s'élancer de la deuxième place. Du moins, il l'a fait pour le tour de chauffe, mais il a perdu le contrôle de la voiture dû à des ennuis mécaniques. Donc, ce n'est pas sa faute à lui, mais c'est plutôt la faute de la voiture, la faute de sa Ferrari qui ne voulait pas coopérer dans les virages. Au début, on a cru à un problème hydraulique. Après ça, il a démenti un peu ce qu'on avait avancé, comme quoi c'était un autre problème. Peut-être qu'on se doutait que la Ferrari avait peut-être ce problème-là. Peut-être les freins, peut-être on a l'impression de parler de l'alimentation du moteur qui continuait, là, vous savez, des fois, le moteur continue d'envoyer de la puissance, même quand on veut décélérer. C'est un peu un trouble que Sergio Pérez avait eu au Grand Prix d'Australie aussi. Donc, ça aurait pu être une des causes, mais on est supposé de pousser les analyses là-dessus. La raison pourquoi on avait été vers le problème hydraulique, c'est que Carlos Sainz avait eu ce type de problème-là plus tôt dans la saison. Mais le résultat est que Charles Leclerc, encore une fois, frappé par la malchance, n'a pas pu participer au Grand Prix du Brésil. C'était plutôt dommage pour lui. Vous savez, j'en ai déjà parlé à quelques reprises, comme quoi je trouve que c'est un vrai bon gars, Charles Leclerc. Donc, c'est toujours dommage pour tous les pilotes. Là. On s'entend quand on ne peut pas participer à la course. L'idéal, on a 20 voitures sur la grille. On aimerait bien voir les 20 voitures participer. Mais ça fait toujours un petit pincement au cœur pour Charles Leclerc de voir la malchance qui s'acharne sur lui, sur Ferrari aussi. Donc, de le voir là, dans la barrière avant même que ça allait commencer. Puis, ça nous a privé un peu d'un bon départ, d'avoir la chance de voir l'affrontement Verstappen contre Leclerc pour s'en aller vers le premier virage. Donc, ça nous a privé un peu de ça. Donc, on a eu droit à un départ un peu retardé du fait qu'il a fallu arranger tout ça, enlever la voiture de Charles Leclerc. Puis là, lorsqu'on a eu vraiment le vrai départ de la course avec la grille de la deuxième position complètement libre, eh bien, Verstappen a pu décoller puis se sauver. Sauf que
il n'a pas pu se sauver longtemps parce qu'il y a eu un drapeau rouge suite à la collision qui impliquait plusieurs voitures, mais que ça a commencé avec Albon qui a touché Hülkenberg, touché Magnussen. Ensuite, son pneu qui a quitté sa voiture. Ben, oui, c'était son pneu, lui. Il est allé frapper l'aileron de Daniel Ricciardo. Il y a Oscar Piastri qui s'est retrouvé avec des dommages. Donc, ça a un peu venu chambarder un peu toute la grille. Puis, le plus grand perdant de ça, dans ce départ-là, c'est celui qui avait eu vraiment le départ canon. C'était Lando Norris qui, lui, il était parti comme une fusée. Au moins, à cause que c'était le drapeau rouge, il a pu conserver cette position-là pour le deuxième départ. Donc, ça nous donnait une reprise de ce qu'on avait eu lors de la course sprint. Donc, Lando Norris contre Verstappen, sauf cette fois-ci, les positions étaient inversées. C'est Verstappen qui était premier et c'est Lando Norris qui était deuxième. Par contre, Lando Norris n'a pas pu répéter ce que Verstappen avait fait dans la sprint, c'est-à-dire décoller plus rapidement, prendre l'intérieur sur le Néerlandais et réussir à se sauver par la suite. C'est plutôt Verstappen. Là, on peut voir, là, il y a eu une amélioration qui a été faite, soit sur la Red Bull ou parce que ça vient sûrement de Max aussi, parce que c'était... Si on avait à nommer des points faibles, il n'y en a pas beaucoup. Là. Les points faibles de la Red Bull et les points faibles de Max Verstappen, quand même que vous voulez y en trouver, c'est pas évident. Surtout cette année, il n'en fait pas d'erreur. Donc, la seule chose qu'on pourrait reprocher, c'est que des fois, les départs n'étaient pas toujours à point. C'était la même chose qu'on pouvait reprocher à la RB19. Mais depuis le Mexique, on est forcé d'admettre que ce problème-là a l'air d'être derrière nous chez l'écurie autrichienne parce qu'on a encore réussi tout le long de la fin de semaine. On a eu le départ dans la sprint, 2 départs lors de la course. Verstappen est vraiment parti à point. Il s'élançait de la grille de départ là, vraiment de façon très rapide. Puis il y a eu l'air d'être en danger sur les voitures qui suivaient. C'était la même chose pour Lando Norris aussi dans le premier départ. Donc, ça nous a donné une course qui était très semblable à ce qu'on a vu la sprint. C'est ce que certains pilotes déplorent, dont le triple champion, comme quoi que la course sprint vend un peu le jeu pour la course du dimanche. C'est-à-dire que les écuries ont une chance de faire une pratique, de voir un peu ce qui se déroule pendant la course. Puis après ça, c'est pas mal une reproduction de la sprint, sauf à grande échelle qu'on a droit au dimanche. Sauf que ce qu'on apprend durant la course de samedi, on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment la latitude de changer ce qu'on a pu apprendre lors de la course de samedi parce qu'on est dans la situation de parc fermé, donc on n'a pas le droit de toucher aux voitures. Donc, ce qu'on a vu, la seule chose qu'on peut faire, c'est peut-être changer un peu la stratégie des pneus, aller préparer un peu de plus de gestion parce qu'on a déjà une idée de comment la gomme va s'user. Mais à part de ça, on ne peut pas toucher grand-chose. On ne peut pas changer rien sur la voiture. Donc à ce moment-là, ça vient un copier-coller de ce qu'on a vu samedi. Une course avec un peu moins de dépassement, mais une course quand même intéressante avec des bonnes bagarres. Mais là, vous savez où je vais en venir, c'est que la grosse bagarre, ben, ça a été la fin. Ça a été vraiment le dessert du week-end. Ça a été Sergio Pérez qui se rapprochait constamment de Fernando Alonso. Alonso défendait de main de maître. Là. C'était incroyable de voir Alonso réussir toujours à positionner sa voiture. Même si Sergio Pérez avait le DRS, il n'a jamais vraiment été menaçant jusque dans les 2 derniers tours où là, on a vraiment senti que le pilote espagnol pouvait être en danger contre le pilote mexicain de l'écurie Red Bull. Et c'est ça qui est arrivé. C'est Sergio Pérez qui a réussi son dépassement. Puis Alonso avait préparé son coup, sûrement emménagé son énergie pour être capable de répliquer. Et il l'a repassé dans le dernier tour. Ils ont fini là, les deux, c'était à 0,053 secondes. Donc, si toute la semaine au complet, on avait parlé de Alonso et de Sergio Pérez avec cette fameuse rumeur folle qui courait, eh bien, les deux hommes ont trouvé une façon qu'on reparle d'eux autres encore pendant du moins cette semaine et probablement la semaine prochaine aussi. C'est ce qui va retenir l'attention jusqu'au prochain Grand Prix de Vegas. C'est Fernando Alonso et Sergio Pérez. Leurs 2 noms vont rester sur toutes les lèvres. C'était le cas aujourd'hui dans la journée de lundi. Tous les gens voulaient entendre parler de ces 2 pilotes-là, voir des extraits. Les vidéos YouTube ont été partagées à plus de millions. De voir, les gens voulaient revoir cette fameuse bagarre-là. De voir la fin aussi. Les photos du photo finish ont circulé beaucoup aussi. On en a placé une justement sur notre page. C'est sûr qu'il y a plusieurs photos qui sont distribuées là, présentement sur les réseaux sociaux parce que ça dépend à quel moment que la photo a été prise, mais il y en a qu'on est capable de voir à quel point c'était serré, mais les chiffres ne mentent pas. Là. Quand on regarde, là, on parle d'une distance de, comme je vous ai dit, 0,053 secondes qui a différencié entre la 3e place et la 4e place pour la dernière place sur le podium. C'est vraiment intéressant. Ça a donné quelque chose qu'on va se rappeler longtemps. Bravo au Grand Prix du Brésil, à cette configuration-là, au circuit, à la foule aussi, qui rend le spectacle toujours intéressant.
Mais on en a eu pour notre argent dans le week-end en ensemble, autant de la journée vendredi, les qualifications, samedi, qualification et la sprint, et la course de dimanche, avec ce plat de résistance-là à la toute fin entre Perez et Alonso. La chose qui m'impressionne le plus là-dedans, là, c'est, oui, il ne fait pas son âge, Fernando Alonso, mais ça reste que c'est un gars de 42 ans qui arrive en fin d'épreuve, c'est très demandant. Là. La Formule 1, là, une course comme ça, là, ça demande énormément d'énergie. Un week-end sprint, ça demande encore plus d'énergie. Et d'arriver comme ça, dans les derniers tours, après en avoir complété 70, d'avoir encore ce focus-là, cette concentration-là, et l'énergie, la force physique de contrôler la voiture pour être capable de faire ces dépassements-là, de résister à Perez, qui est dans une Red Bull, on ne se le cachera pas, il est dans la meilleure voiture du championnat. Alonso est dans une Aston Martin qui nous a montré des beaux flashs cette saison, mais qui nous a aussi montré des moments très ordinaires. Donc, d'être capable de soutirer le meilleur de sa voiture, puis de résister à Perez dans la RB19, c'était de toute beauté. Comme je le répète, 42 ans, en fin d'épreuve, encore plein d'énergie, capable de compléter ça. J'espère ressembler à Fernando Alonso quand j'aurai son âge, même si je pense pas, mais si j'avais à choisir à qui je voudrais ressembler quand je vais avoir 42 ans, bien, je choisirais Fernando Alonso parce que d'avoir cette énergie-là et cette présence d'esprit-là au volant, c'est incroyable. Ce gars-là, pour les rumeurs qui ont circulé dans la dernière semaine, de dire qu'il était peut-être sur le bord de prendre sa retraite, c'est des rumeurs qui sont faciles à dire quand on parle d'un pilote de 42 ans, parce que c'est sûr que normalement, il devrait y en rester moins en avant de lui qu'il en reste à l'arrière, mais quand même, je pense pas qu'il est à une saison près de prendre sa retraite. Ce gars-là va être capable de piloter encore pour plusieurs années. Quand je dis plusieurs années, c'est peut-être se rendre jusqu'à 45, 46, qui sait, mais il ne montre pas des signes de faiblesse. Même si je trouvais qu'il avait peut-être ralenti en milieu de saison avant la pause d'été, mais d'être capable de faire ce qu'il a fait dans une course de 71 tours extrêmement demandante sur le circuit du Brésil. Il faisait chaud. C'est un circuit qui est à grande vitesse, donc puis de défendre des positions. C'est pas comme juste rouler, protéger, ménager tes pneus. Il a été sous attaque pendant pratiquement 12, 13, 14 tours. On pourrait même dire toute la course au complet qu'il a été en mode défensif et en mode de conserver ses temps. Il fallait vraiment qu'il soit compétitif à chaque tour pour être sûr de garder cette position-là. Donc, chapeau à Fernando Alonso. Je ne pourrais pas le dire de plus de manière que ça, à quel point il a trouvé une manière de m'impressionner. Et ça vient montrer encore une fois pourquoi que tous les Grands Prix de Formule 1, même si le championnat est réglé, c'est toujours important. Il y a des belles bagarres pour le championnat. Il y a des bagarres entre pilotes. On parle de Carlos Sainz même, il n'y a pas eu d'affrontement contre Alonso. Mais les deux Espagnols, ils étaient pratiquement nez à nez. Il y avait un point de différence qui les départageait au championnat. Donc, c'était intéressant de voir ça aussi dans le week-end. Qui allait prendre l'avance un sur l'autre. Il y a aussi, faut le nommer aussi, Lance Stroll, là, il y a eu des blagues sur notre page Facebook certains, Sylvain, justement, son nom, qui mentionnait que ça ne doit pas être l'argent à son père qui a terminé 5e. C'est sûrement pas l'argent à son père qui a fini 3e, parce qu'on fait souvent des références que Lance Stroll, tout lui est dû à cause de l'argent de son père, mais il faut lui donner ce qui revient. Lors du week-end, il est très, très bien fait. Oui, c'est certain de où qui s'est lancé, on aurait pensé que c'est lui qui l'aurait dû être sur le podium, mais il ne faut pas trop en demander. Il a emmené la voiture où ce qu'elle devait être, il a ramassé des points précieux pour l'écurie Aston Martin. Donc, quand il fait des bons coups, quand il performe à la hauteur du moins que la voiture devrait performer ou à la hauteur de ce qu'il est capable de nous offrir en tant que pilote, il faut le saluer aussi. Donc, on salue le travail de Lance Stroll pendant le week-end. Lando Norris aussi qui continue sur sa lancée. Oui, c'est plate, c'est une lancée de 2e position. Il a menacé un petit peu Max Verstappen, même si il y a des raisons de croire que c'est peut-être Verstappen aussi qui joue un peu avec lui, de dire viens me suivre un peu, roule en arrière de moi, tu vas user tes pneus, puis après ça, je vais te larguer, puis je vais partir pour le reste de la course. Est-ce que c'est un peu ça qu'il a joué? Je pense que oui, il y avait un peu de ça là-dedans, mais quand même, Lando Norris ne fait pas d'erreur depuis quelque temps. Il est motivé. Il en fait en qualification, il reste ces petites choses-là à corriger, mais en course, il est vraiment au sommet. Il fait des belles performances. La seule chose qui a été dommage un peu, ça a été les collisions au départ qui nous ont privé de voir les AlphaTauri être capables de performer à leur maximum à cause que, on a eu Yuki Tsunoda, mais on a perdu un peu Daniel Ricciardo. Il y a aussi eu Piastri qui a eu des problèmes. Donc, je vous donne le classement pour les gens qui ne l'ont pas vu au complet. On l'a déjà mentionné. Verstappen, Norris, Alonso 3e, Perez 4e. On peut dire que Perez, là, il est 3e et demi tellement qu'il est proche, ou 3 et un quart sa position, tellement qu'il est collé sur Alonso. Stroll 5e, Sainz 6e, Gasly 7e,
Belle performance de Gasly aussi. Je l'avais possiblement dans mes pilotes de la journée, mais Alonso a volé la vedette. C'était unanime. Hein. On n'a jamais eu un vote autant unanime sur la page du F1 Podcast. Là. Il y avait au-dessus de 80% des votes, pratiquement 90% de vous ont voté pour Fernando Alonso. Mais Gasly, quand même une belle note pour la journée là, à bord de l'Alpine, il a très bien fait. 7e, Hamilton 8e. Hamilton termine derrière Gasly dans une Alpine, donc ça montre un peu qu'est-ce que je parlais tantôt, les problèmes de Mercedes, qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Tsunoda qui termine derrière Hamilton. Quand même, il y a eu des moments où on se demandait si AlphaTauri n'allait pas encore une fois les devancer, donc des moments inquiétants pour l'écurie allemande. 10e, Ocon. 11e, Sargent. Belle performance de Sargent, ne marque pas des points, mais quand même termine à la porte des points. On salue ça aussi. Hülkenberg, 12e, Ricciardo, 13e, Piastri, 14e. Et puis les pilotes n'ont pas fini, ben, ça s'ajoute au moment inquiétant, mais c'est la Mercedes de Russell qui a dû abandonner. Bottas, Joe, catastrophique. Là. Le pire week-end chez tous les écuries, c'est Alfa Romeo. On se bat pour garder cette 8e place-là qu'on avait, qu'on pensait peut-être avoir acquis, mais finalement, il n'y a rien d'acquis. On est encore en bagarre, autant avec Haas qu'avec AlphaTauri, donc à surveiller jusqu'à la fin entre ces 3 écuries-là. Magnussen aussi qui a été obligé de se retirer avec le contact qu'il a eu avec Albon. Donc Albon retiré aussi. Et Leclerc, on l'avait dit, il n'a même pas pu participer à la course. Ça s'est arrêté au tour de chauffe pour lui. C'est ce qui complète le Grand Prix de dimanche. Maintenant, passons à la période de vos commentaires que vous nous avez envoyés concernant des formules sprint en Formule 1. Donc, on va tout démêler ça, voir c'est quoi vos suggestions. Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette fameuse formule-là? Est-ce qu'on ramène ça? Est-ce qu'on corrige ça? C'est quoi les suggestions que vous avez pour ça? Donc, on passe à ça au bloc questions-commentaires. Donc, comme vous êtes à l'écoute depuis le début, vous n'êtes pas sans savoir que le Grand Prix de Sao Paulo était le dernier week-end sprint de la saison. On a profité du moment vendredi pour vous demander votre opinion, vos commentaires, vos suggestions pour améliorer un peu la sauce, voir qu'est-ce qu'on fait la saison prochaine en Formule 1. On le sait, là, on est au courant, on ne va pas rien régler, ça reste que Liberty Media, les 10 écuries ont le pouvoir entre les mains, mais nous, on a fait ça un peu pour sonder les gens et savoir où on en est rendu. Est-ce que les gens aiment la formule? Est-ce que les gens ne veulent plus jamais voir ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive lorsqu'on arrive vers un week-end sprint? Ou c'est plutôt le contraire, vous dites « Ah non, pas encore un week-end sprint ». Donc, c'est un peu ça qu'on voulait sonder chez vous. Premièrement, j'ai été surpris, mais en même temps, non, parce qu'on venait de connaître un très, très bon week-end sprint. Si j'avais posé la question après Austin, je pense qu'on aurait eu des résultats quand même assez différents. Mais vous êtes en faveur de garder ce type de formule-là. Et attention, quand je dis garder ce type de formule-là, c'est que vous voulez garder les week-end sprints, mais vous êtes unanime sur le fait. J'ai entendu personne qui m'a dit on garde ça de la même façon. Ça, puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, sauf que j'en ai pas vu, puis il n'y a personne qui m'a écrit pour me dire ça. Tout le monde dit on conserve, en majorité c'est ce que vous m'avez dit, on conserve, sauf que vous avez toute une suggestion pour changer. Vous voulez tout que voir la formule changer. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit je ne veux plus voir ça, je veux retourner à comme on fonctionnait avant. Ça existe. Il y en a des personnes qui m'ont dit ça, mais c'est très, très faible. La plupart des personnes ont répondu on garde la formule, sauf qu'on la modifie. Une des premières suggestions, donc ce que j'ai fait, c'est vous en aviez toutes des bonnes. Là. Tout le monde avait des bonnes suggestions à apporter. Il y en a que moi j'aime moins, mais c'est pas moi qui décide. Fait que je vais quand même les dire, puis je vais vous donner mon opinion là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé 3 qui regroupent pas mal tout ce qu'on a eu. Donc, pas mal tous les gens dans ces 3 catégories-là, vous allez vous retrouver sur ce que vous vouliez voir changer ou ce quelle était votre suggestion. Donc, je ne pouvais pas tous les nommer, on en a eu beaucoup trop. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai gardé 3, puis ça va vous allez vous retrouver à travers ça. Ça résume pas mal vos suggestions à vous que vous avez envoyées. La première qu'on a eue, ce n'est pas nécessairement la première, mais la première que je vous présente, elle venait de Serge qui, lui, nous expliquait qu'il aimerait voir lors des formules sprint, donc le samedi, lui donnerait la journée aux jeunes pilotes. Donc, il ne voudrait plus voir les pilotes de Formule 1 la journée du samedi. Il voudrait voir seulement les jeunes. Donc, les jeunes, ça reste à voir là, parce que côté logistique, c'est un peu spécial comment organiser ça, parce que là, on demande d'avoir 3 pilotes, puis... Mais lui, c'est ce qu'il désire voir, c'est voir qu'on confie ça aux jeunes. Là, je lui ai posé quelques questions, il me disait comment on fonctionne avec les points au championnat. Chaque pilote va être jumelé à un pilote et les points qu'il accumule vont aller au pilote. Moi, je vous dis tout de suite, là, ça, je suis contre ça, mais pas à peu près. Puis, je suis prêt à défendre ça jusqu'aux petites heures du matin, puis recommencer le lendemain matin sans me coucher, puis faire ça pendant des semaines, à défendre le fait que jamais je ne veux voir ça en Formule 1.
mais je respecte quand même l'opinion de la personne qui nous a envoyé ça. Il avait ses arguments, il avait fait son travail de son côté, de ce que lui il voulait bâtir ça, mais non seulement je pense que ça ne tient pas debout, que je pense aussi qu'il n'y a aucun pilote qui accepterait ce genre de formule-là. On m'a dit aussi, dans les arguments, c'était que c'était une façon de connaître les jeunes pilotes. Sauf que si on veut connaître les jeunes pilotes, la Formule 2 existe déjà. L'autre chose que je n'achète pas non plus, c'est que c'est le championnat des pilotes. Si on commence à faire ça par équipe et accumuler des points à deux, ça vient. Est-ce qu'on a vraiment les vraies confrontations qu'on veut voir? Puis, pour me baser là-dessus, pour avoir une opinion juste, honnête, équilibrée, je suis revenu à 2021 et j'en ai parlé avec la personne, avec Serge justement, et les autres personnes qui m'ont proposé ça, parce qu'il n'est pas le seul à m'avoir avancé ça. Et si on retourne à la saison 2021, et puis Lewis Hamilton ou Max Verstappen perd le championnat à cause que son pilote recru, qui a piloté à sa place lors des formules sprint, n'a pas accumulé assez de points, est-ce qu'on peut considérer que telle ou telle personne est le champion du monde ou a vraiment vaincu l'autre? Ça devient ambigu. On veut que le pilote ait la chance de récolter ses propres points et de défendre ses propres points. Sinon, ça devient simplement des championnats par équipe. On peut retirer le nom du championnat des pilotes parce que là, c'est rendu des championnats des pilotes par équipe. Donc, je n'aime pas la formule, mais pas du tout. Si jamais la Formule 1 apporte ça, pour moi, ça serait dramatique. Ça serait un cauchemar. Je serais extrêmement fâché, mais je serais moins fâché que surpris de voir que ça serait accepté, parce que juste pendant que la personne me vendait cette idée-là, je m'imaginais juste être devant Lewis Hamilton puis lui expliquer qu'on va faire ça, devant Max Verstappen lui expliquer ça, ou peu importe, nommez-le le pilote, là, n'importe qui. Pensez à la réaction de Fernando Alonso quand on va lui dire « Écoute bien Fernando, à partir de la saison prochaine, les samedis t'as off, puis nous autres on va mettre un gars à ta place que tu connais pas, on va le choisir, on espère qu'il est bon, et lui va accumuler des points à ta place. » Je pense que non seulement il claque la porte, puis il vous ajoute à la liste du journaliste qui a sorti la rumeur cette semaine, puis il vous parle plus jamais, puis il vous accorde plus jamais une entrevue, parce que c'est vraiment pas, c'est complètement dénaturé le sport. Puis c'est ce qu'on veut pas aller faire justement avec les formules sprint. Moi, c'est ce que je veux pas voir, de dire, on va changer le sport au complet pour faire plaisir à des gens qui n'écoutaient pas le sport avant. Ça, je mentionne pas, c'est pas Serge qui m'a apporté l'idée, qui n'écoutait pas la Formule 1 avant, c'est pas ça que je veux dire. C'est que lui, dans sa mentalité, dans son idée, c'était d'aller chercher des nouvelles personnes. Mais si pour aller chercher des nouvelles personnes, il faut que je mette des recrues à leur place, ben c'est ça. Puis la Formule 2 existe déjà. Ça veut dire qu'on serait en train d'un peu de fermer la Formule 2. Puis l'autre chose qu'il faut rentrer en ligne de compte aussi, c'est que ça prendrait une troisième voiture. Pendant que la Formule 1 essaie de couper la logistique, puis de rendre ça plus facile, qu'on se promène à travers le monde, qu'on traîne moins de choses. On a coupé dans le nombre de pneus. On essaie de couper, même on a mis des choses, des personnes qui sont en charge des reprises vidéo ne se déplacent plus autour du championnat. Ils sont dans des places en Angleterre, ils ont les caméras, ils ont des studios pour tout analyser ça, parce qu'on veut couper. Donc, si on commence à dire aux écuries, vous allez être obligé d'apporter une troisième voiture, puis là, si vous nous demandez pourquoi une troisième voiture, il y en a déjà qui font des essais libres. Oui, quand on les assied dans les essais libres, on a le temps de changer les configurations et tout faire ça. Mais là, d'une course sprint d'un samedi, commencer à donner une voiture qui n'est pas la tienne, les réglages qui ont été décidés le vendredi ont été décidés par le pilote, là, on va donner ça à un autre. Fait que moi, de la manière que je vois ça, puis on ne se rendra jamais là, ben, ça prenait une troisième voiture. Donc, je dis non catégoriquement, mais c'est pas moi qui décide. Moi, c'est mon opinion à moi, mais je n'aime vraiment pas cette idée-là. Je pense pas qu'on devrait aller de l'avant avec ça. Puis, c'est ça, on devrait enterrer ça. Mettez-les dans un autre sport, que ce soit au soccer, où je fais souvent des références au hockey, mais si on avait dit les deuxièmes périodes, les Canadiens de Montréal ne joueront pas leur deuxième période cette année. Ça va être le Rocket de Laval qui vont jouer la deuxième période. Ou 4 fois dans l'année, les deuxièmes périodes vont être disputées par le club école. Personne qui voudrait regarder ça, personne qui achèterait ça, surtout pas quand il y a des points au classement en jeu. La deuxième suggestion qui est revenue souvent est la meilleure proposition qui nous a été présentée. Il a même failli me faire changer d'idée, même si c'est pas le genre de concept que j'aimerais voir. Eh bien, elle vient de Kevin Fontaine, aussi connu sur le nom du Petit Fontaine. Et lui nous propose de retourner, comme on a déjà connu dans le monde de la Formule 1, c'est que chaque pilote s'en va en piste seul et on a une occasion de compléter un tour. La raison pourquoi moi ça me plaît pas ce type de concept-là, vous allez dire, écoute, donc ben chialeux, Martin, mais n'oubliez pas, je suis très conservateur dans mon approche du sport, mais je suis ouvert d'esprit, par exemple. Si vous voulez me vendre vos idées, comme je vous dis, le Petit Fontaine, Kevin, là,
il a quasiment réussi à m'avoir quand il a quasiment changé mon idée. Mais la raison pourquoi que moi je bloque à celle-là, c'est qu'on vient créer un désavantage parce que la piste évolue lors des séances. Donc, si à la pige ou dépendamment avec le classement ou peu importe comment qu'on détermine l'ordre, Verstappen s'en va premier et Hamilton s'en va dernier ou vice-versa, on inverse ou même mettez-les à même l'écurie. George Russell passe dernier et Hamilton premier. Russell finit avec un meilleur temps. Est-ce qu'il a vraiment battu Hamilton ou il a simplement profité d'une piste plus rapide? Si la météo vient de la partie, on annonce la pluie et le pilote, lui, il passe en dernier, mais il réussit à finalement, il fait son tour sur une piste détrempée. Il a été désavantagé. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. On crée vraiment des désavantages et on perd l'aspect confrontation entre les deux pilotes. Ce qu'on aime voir dans des séances de qualification, c'est quel pilote est capable d'aller chercher le meilleur de sa voiture, d'extraire les meilleures performances. Ce que Kevin me vendait pour l'idée, c'est de dire, les voitures vont être plus souvent à la TV. On va avoir la chance de voir chaque pilote un par un, de voir leur coup de volant. Il y a des pilotes qu'on ne voit pas souvent à la TV, même pour leur commanditaire. Il pensait même au côté marketing quand il est venu vendre son idée. Il était préparé, là, Kevin. Il en laissait dit, le commanditaire qui met de l'argent sur la voiture, bien là, on va avoir la chance, il va avoir son tour donné pendant le week-end sprint. Puis ça, c'est juste, il proposait ça juste pour la qualification du samedi matin pour la sprint. Là. Il ne changeait pas la qualification du vendredi parce que là, il m'aurait perdu pas à peu près parce que ça, pour moi, c'est pas touche. Fait que non, lui, et la qualification de la sprint, il veut changer la formule, donc on y va avec un tour chaque. Chaque pilote vont chacun de leur tour dans un ordre qui a été déterminé dépendamment du classement. Et puis ce qu'on fait, c'est que c'est ça donnerait une visibilité non seulement aux pilotes. Je vous donne un exemple, Pierre Gasly, quelqu'un qui n'a pas toujours la chance de le regarder. Mais là, il est tout seul en piste, les caméras sont rivées sur lui, ses commanditaires se font valoir, se font regarder. Et en plus, on a la chance de voir le coup de volant et d'apprécier et de se dire « Wow, travaille bien Pierre Gasly, c'est un bon petit pilote ça. » Ou de regarder même Lance Stroll sur un tour lancé, même si je pense que c'est pas le genre de formule qui favoriserait Lance Stroll, on peut dire wow, quand même, c'est un beau tour, Lance Stroll, il a bien fait ça. Puis ça nous emmènerait aussi d'être capable de vraiment bien comparer d'une voiture à l'autre, voir qu'un était bon, l'autre où on voyait c'était pas pareil dans la ligne droite, dans le côté. Donc c'est toutes ces petites choses-là que Kevin m'apportait que je pourrais peut-être me laisser tenter, même si c'est pas encore le fait que je trouve que ça crée un désavantage entre les pilotes. C'est le petit côté qui me dérange toujours. Mais admettons qu'on décidait de tenter l'expérience l'année prochaine, je pourrais peut-être me laisser avoir puis regarder ça. Moi, ce que j'ai proposé pour améliorer ça, améliorer son chose, dans le fond, c'est pas améliorer son idée, mais c'est retirer le côté désavantage que moi je trouve que ça apporte. C'était de dire, de faire des groupes. Donc à ce moment-là, c'est de dire que si j'irai avec des groupes de 5 en piste. Donc, si Max Verstappen est premier au classement, alors les 5 premiers vont aller en piste avec lui. Donc, tu ne crées pas de désavantage au classement. Donc, je reviens, si on est en 2021 et on a deux pilotes extrêmement serrés au championnat qui se battent pour le petit point qui va faire la différence à la fin, bien à ce moment-là, au moins, ils sont toujours dans le même groupe. Donc, ils profitent de la même piste, des mêmes températures, des mêmes séquences. Donc, on n'a pas ce désavantage-là qui se crée. C'est pareil pour tout le classement. Donc, si vous êtes les 5 derniers, vont aller. Puis là, après ça, on peut même décider que les 5 derniers vont en premier. Un autre Grand Prix, c'est les 5 premiers qui vont en dernier. Donc, on peut alterner comme ça. Mais au moins, on est en groupe. Donc, ça ne crée pas, on n'est pas désavantagé par rapport à un adversaire qui est proche de nous au classement. C'était ma petite suggestion que j'ai ajoutée à la super idée de Kevin, qui avait même préparé, il manquait juste sa préparation PowerPoint là, pour me vendre l'idée, là, qui se présente avec son habit, sa cravate, puis c'est ça, puis d'arriver puis de dire, écoute, je vais te proposer ça, tu vas acheter mon idée. Il était prêt, il est arrivé, puis j'ai bien aimé ça. Écoutez, comme je vous dis, il m'a quasiment eu, j'ai quasiment décidé que c'était la bonne idée pour aller l'année prochaine. Mais si jamais on s'en va là, je serais prêt à tenter l'expérience pour la saison prochaine. Troisième et dernière suggestion et commentaire concernant la Formule Sprint qui regroupe beaucoup d'entre vous. C'est la suggestion qui revenait le plus souvent. La raison pourquoi j'ai choisi celle de M. François Goulet, c'est qu'il avait trouvé la solution à l'interrogation qui vient toujours avec ce type de formule-là. François Goulet, qui est un pilote même de la team FSR, ceux qui présentent l'écurie qui est de Gran Turismo de compétition dans la GTCQ, qui présente justement nos capsules actualités les lundis. C'est un pilote, un de leurs nombreux pilotes talentueux, un pilote de division 1. Si vous avez la chance d'aller voir leur course, c'est très intéressant à voir. C'est aussi un très bon animateur de course automobile. C'est lui qui anime justement la série GTCQ sur la chaîne GTCQ TV justement de YouTube, les courses internationales les dimanches, si vous avez la chance de voir ça, la
crème de la crème dans leur catégorie. C'est toujours intéressant. C'est un très, très bon animateur, très divertissant. Il y a même une chaîne YouTube, si vous voulez le voir piloter, voir son beau coup de volant sur Gouletski. Vous pouvez aller voir ça. C'est comme Goulet, mais avec un brin de Wayne Gretzky à la fin. Donc, Gouletski, si vous voulez voir ça, vous allez voir. Ça, c'est un sport à découvrir. Pour les gens qui aiment le sport automobile, là, des fois, le côté virtuel, c'est tout nouveau pour tout le monde. Ça fait quelques années que ça existe, mais c'est pas encore, c'est méconnu encore, je dirais. Vous avez la chance de vous laisser tenter. À longue, là, je vous dis, là, vous n'allez pas regretter. Après quelques minutes, vous pensez que vous allez écouter une vraie course, vous allez vous laisser charmer. Il y a des belles bagarres en piste, il y a beaucoup de talent. Surtout au Québec, on a des très, très bons pilotes québécois. Moi, j'ai découvert ça là, au cours des derniers mois. Puis, je suis en train de devenir un fan de leur course. Autant du côté de l'écurie FSR, on est bourré de talent que ça part de l'académie à aller jusqu'à la division 1, justement, avec François Goulet. Donc, si vous avez un dimanche de libre, même si vous ne pouvez pas les écouter en direct, c'est tout disponible sur YouTube. Donc, vous pouvez aller les revoir en reprise. Si vous voulez les liens ou vous n'êtes pas sûr comment les trouver, envoyez-moi un petit message, ça va vous faire plaisir de vous acheminer tout ça. Bien, François Goulet, lui, ce qu'il nous écrivait, c'était qu'il voulait les grilles inversées. Vous êtes nombreux à proposer ça, c'est ce qui est le plus populaire. Et puis, le problème qui revient souvent, comme Lewis Hamilton avait proposé la grille inversée, lui, ce qu'il soulevait comme question, c'était que la problématique avec ça, c'est comment tu vas convaincre quelqu'un de faire une bonne qualification si il a le temps le plus rapide, tu vas l'envoyer à la fin de la grille. Pour les gens qui ne sont pas familiers là, avec les grilles inversées, là, ça va comme le mot dit, c'est que celui qui signe le meilleur temps lors de la séance de qualification, bien, on l'envoie à l'arrière lors de la course sprint. La même chose pour celui qui signe le temps le moins rapide, bien, lui, il va aller à l'avant de la grille. Ce que Lewis Hamilton mentionnait cette semaine, que lui aimerait voir ça, bien, lui il disait, par exemple, je ne sais pas comment faire pour empêcher quelqu'un de faire un mauvais temps et de faire exprès pour justement ne pas se retrouver à l'arrière de la grille. Eh bien, François Goulet n'a peut-être pas 7 titres de champion du monde, mais il a la solution à cette proposition-là. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il abolit les 2 séances de qualification, il n'en met qu'une. Donc, la séance de qualification compte pour la grille du dimanche et pour la grille du samedi. Mais ce qui est intéressant, lui, c'est que comme la qualification va compter pour la sprint ainsi que le Grand Prix, eh bien là, on vient de dire au pilote, si tu décides de faire ton fin finaux, de jouer avec nous et de rouler moins rapide en qualification pour tenter de partir premier lors de la sprint, mais tu seras pénalisé le dimanche parce que pour ramasser quelques poignée de points, parce que vous savez, la sprint donne moins de points. Mais pour ramasser cette petite poignée de points-là, si tu as décidé de jouer un peu avec nous et de conduire plus lent, ben ça va te coûter le dimanche aussi, là où les points, il y a le plus de points en jeu. Donc, vous pouvez être certain qu'il abolit ce type de comportement-là. Les pilotes vont vouloir jouer dans les règles et performer le mieux possible pour avoir le meilleur temps possible pour être sûr de ne pas se faire pénaliser lors de la course du dimanche. Donc, les grilles inversées, les problématiques qui viennent avec ça, eh bien, ça reste toujours, c'est la meilleure idée, c'est l'idée qui revient toujours. Puis là, on se dit, mais pourquoi ils ne vont pas de l'avant avec ça? C'est les écuries et le mot argent. C'est toujours ça, hein? Cash is king. Lewis Hamilton nous l'avait mentionné dans la série Drive to Survive. Eh bien, c'est encore vrai en Formule 1 et c'est plus vrai que jamais. Cash is king. Les écuries, pour accepter ça, ils veulent une partie de l'argent parce qu'il y a des risques qui viennent avec ça. Le risque, moi, qui me dérange toujours aussi, c'est d'avoir des voitures lentes à l'avant de la grille. On a vu il y a quelques années, je vous le mentionnais dans quelques épisodes aussi, que George Russell avait décidé de partir à l'avant de la grille avec des pneus durs. Ça avait causé un accident monstre avec Guan Yu Zhou parce que George Russell n'avait pas réussi à décoller de la grille. Il était trop lent. Les voitures rapides le passaient des deux côtés. Ça a fait des collisions. Puis il a failli y avoir... Guan Yu Zhou a failli payer sa vie parce que c'était tout un accident à Silverstone quand c'est arrivé ça. C'est le petit côté qui me dérange d'avoir des voitures justement, pas rien contre Logan Sargent, mais d'avoir sa voiture plus lente que les autres à l'avant de la piste pendant que tu as des RB19, des W14, des Ferrari, des McLaren qui filent à toute allure, qui s'en viennent de l'arrière de la grille et te dépasser. En plus, ils sont sous pression parce qu'ils n'ont seulement qu'une quinzaine, 19-20 tours pour venir rattraper des points, pour rentrer dans les 8 premières positions pour aller chercher des points. Donc, c'est le petit danger qui me dérange. Mais côté spectacle, ce serait vraiment la meilleure formule. On la voit déjà dans d'autres sports automobiles, dans des séries comme justement la Formule 2. Ça existe, cette fameuse grille inversée-là, et ça donne des bons spectacles. Donc, c'est sûr qu'en Formule 1, ça serait la meilleure façon. Donc, on oublie les pilotes recrues qui prennent la place des pilotes. On oublie le désavantage d'envoyer un pilote en piste, chacun leur tour, alors que la météo peut intervenir et changer ça. On y va de façon de dire les bonnes voitures s'en vont à l'arrière, les moins bonnes sont à l'avant, puis on a une compétition, on a des voitures qui remontent le peloton. Ça nous donne énormément de dépassements, puis
puis ça donne probablement le meilleur spectacle possible à voir le samedi. Donc, ça sera à voir. J'en doute que ce soit la formule qu'on aborde l'année prochaine, mais il y a eu lors de la séance de qualification, c'est Martin Brundle qui mentionnait qu'il s'attend à ce qu'on n'ait plus nécessairement les 2 séances de qualification. Je ne sais pas comment on va revenir à ça. Est-ce que c'est justement ce que on pourrait aller dans ce que notre ami François Goulet nous propose, de dire qu'ils vont abolir une séance de qualification parce que justement, ils veulent aller vers la grille inversée. Est-ce que c'est ça qu'on négocie et qu'on nous prépare comme surprise? J'ai encore des doutes face à ça parce que je pense qu'il y a des problèmes. Encore, les équipes veulent vraiment de l'argent pour ça à cause des risques de collision, mais ça reste à voir. Ça serait vraiment la chose la plus intéressante à faire pour sauver puis améliorer cette fameuse formule-là des courses sprint les samedis. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 6 novembre. Merci pour votre participation à travers vos suggestions et commentaires en ce qui concerne la formule sprint en Formule 1. Merci d'avoir fait confiance à F1 Podcast et notre prochain rendez-vous sera vendredi de la semaine prochaine en marge de l'avant-dernier Grand Prix de la saison, c'est-à-dire celui de Las Vegas. D'ici là, suivez-nous sur nos réseaux sociaux afin de ne rien manquer du sport le plus rapide au monde. Bonne semaine!